Voilà, ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est maintenant 12h36, figurez-vous. Alors, nous avions un Mathieu côté Desjardins pour commencer. On va changer, on va remplacer le Desjardins par Bock. Ça va être un Mathieu Bock côté, c'est extrêmement mêlant. Mais on va changer quand même de sujet, rassurez-vous. Vous vous souvenez des icônes de la jeunesse, genre James Dean, Marlon Brando ou Brigitte Bardot? Les cheveux au vent, une spontanéité débridée et souvent désespérée, une innocence sexuelle et animale, une générosité dans l'idéalisme, etc., etc. Toutes ces promesses, vous savez, sont propres à la jeunesse, dit-on, mais en est-elle pour autant plus responsable et plus citoyenne? Toutes ces promesses, donc, je disais, propres à la jeunesse, ne la rendent pas forcément apte à voter à 16 ans. D'ailleurs, il y avait donc le projet du Parti québécois d'abaisser l'âge de vote, donc précisément à 16 ans. Et Mathieu Bocoté, chroniqueur ici, a écrit un article dans le Journal de Montréal où il est un petit peu pas d'accord. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Vous n'êtes pas trop d'accord, hein? Pas du tout. Non, hein? Commençons. Pourquoi? Eh bien, d'abord et avant tout parce que c'est pour des raisons qui relèveraient presque de la politique la plus élémentaire. Le Québec ne manque pas de problèmes en ce moment. Il y a une désaffection du peuple par rapport à la classe politique. Il y a le sentiment d'une impuissance collective. Il y a des blocages tout à fait réels dans notre société. Et ce que le Parti québécois propose finalement comme projet pour redresser la société québécoise, c'est une espèce de bébelle idéologique, on me pardonnera le terme, c'est-à-dire ramener le droit de vote à 16 ans. Donc pour de simples raisons stratégiques, ça m'exaspère cette manie qu'ont les péquistes de toujours se tirer dans le pied. Pour des raisons plus fondamentales maintenant, parce qu'il y en a, il y a une tentation présente depuis longtemps dans les sociétés occidentales, mais qui aujourd'hui revient, c'est un peu l'héritage des années 70, les années 70 qui sont véritablement nos années fondatrices pour la démocratie contemporaine, la démocratie québécoise aussi. Oui. C'est cette idée que la jeunesse est désormais porteuse d'une mission singulière, celle d'éduquer une société corrompue. Donc la société, autrefois, se posait comme un héritage, comme une expérience historique, et la société disait, je vais éduquer la jeunesse, je vais l'instruire, je vais l'introduire dans notre monde, et introduisant ainsi la jeunesse dans le monde adulte, elle, par l'éducation, par la culture, par les œuvres, par l'histoire, par l'esprit civique, elle apprendra les connaissances élémentaires à l'exercice de sa citoyenneté. Mais aujourd'hui, héritage des années 70, persuadés que sont nos sociétés d'être corrompues, vieillies, agonisantes, ennuyantes, eh bien, on se tourne vers la jeunesse et on lui dit, éduque-nous, avec ta spontanéité, ta créativité, ta liberté d'esprit, avec le fait que tu n'es encombré par aucune de nos traditions, de notre folklore, nos vieilleries, éduque-nous. Donc, on se tourne vers la jeunesse et on lui demande finalement de régénérer notre société par un grand élan du cœur. C'est oublier une chose, la citoyenneté n'est pas un jujube, la citoyenneté, c'est un exercice civique qui présuppose connaissance historique, morale, géographique, littéraire, toute une série de choses qu'on apprend par l'école. Or, dans un contexte où même l'école a fait faillite et n'est plus capable de transmettre quoi que ce soit de sérieux, ramener le droit de vote à 16 ans, c'est véritablement on pourrait dire, la mauvaise idée par excellence. Bravo, ils l'ont trouvé. Mathieu Bock-Côté, j'ai l'impression qu'on revient c'est toujours cette même question qui était initiée certainement par Aristote et Platon, mais reprise par Rousseau, le philosophe, à la fin du XVIIIe siècle. Est-ce que l'enfant est d'ailleurs, c'est les mêmes questions que je posais à Mathieu Côté-Desjardins auparavant. Est-ce que l'enfant arrive dans la société vierge, pure, ou c'est, comme disait Freud, un pervers polymorphe qu'il faut éduquer, sortir de sa gangue? Est-ce qu'il est pur ou est-ce qu'il est pas pur? S'il y a ici une controverse historique et philosophique entre le conservatisme et le progressisme, elle est là. Est-ce que l'homme naît bon et la société le corrompt? Ou est-ce que l'homme porte en son cœur le bien et le mal, deux tentations possibles? Et de ce point de vue, le rôle de la culture, de la civilisation, c'est de cultiver les vertus, de cultiver le sentiment du bien et de refouler les perversions, refouler les tentations du mal. C'est-à-dire, dans le cœur de l'homme, finalement, s'il y a ces deux possibilités, le rôle de la civilisation, c'est de cultiver ce qu'il y a de mieux en l'homme et de refouler ce qu'il y a de pire. Or, on a ici un clivage entre progressistes et conservateurs. Les progressistes sont persuadés que l'homme n'est bon, finalement. Les conservateurs sont persuadés que la chose est beaucoup plus complexe. Eh bien, je crois que depuis les années 70, nous avons réactivé ce vieux fond rousseauiste dans la culture. Nous avons réactivé cette espèce de promesse millénariste, d'une certaine manière, d'un homme délivré de toute société, d'un homme délivré de l'héritage, d'un homme qui, parce qu'il n'est pas encombré par la pesanteur des générations passées, est porteur de toutes les promesses. Et c'est ne pas comprendre que l'homme, lorsqu'il s'épluche de la culture, lorsqu'il se délivre de l'héritage, eh bien, l'homme n'est pas libre, l'homme est seulement nu.
Mathieu Bocoté, vous avez dit un gros mot, millénariste, ça veut dire quoi? Cette espèce, dans les perspectives, cette espèce de promesse de rédemption eschatologique, cette idée finalement, oui, compliquez encore plus. Bon, alors, je reprends tout autrement. Notre monde est porteur d'une promesse d'émancipation radicale. Il nous est possible de nous délivrer finalement de ces contradictions, de ces clivages qui sont au cœur de l'homme, qui sont dans la société, qui font en sorte que la société est fracturée et jamais une fois pour toutes réconciliée avec elle-même, jamais une fois pour toutes transparente. Donc la promesse d'une délivrance d'une certaine manière en ce monde et non pas dans l'autre monde pour ceux qui y croient, eh bien dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, c'est comme si vous connaissez, il y a même une chanson qui date des années 80, je crois, qui disait il faudrait donner le pouvoir aux enfants. Oh mon Dieu. Quelle oui. horrible idée. Hein? Les enfants, laissés à eux-mêmes, on le voit dans les cours d'école, on le voit d'ailleurs avec tous les débats aujourd'hui sur l'intimidation, sont parfaitement capables de se comporter comme une petite foule lyncheuse. Les enfants sont parfaitement capables du pire. Mais cette idée d'une jeunesse pure, finalement, c'est l'autre nom d'une société adulte qui démissionne et qui refuse d'instruire, d'éduquer et de cultiver ce qu'on appelait autrefois les vertus. Mathieu Bocoté, vous avez lu ce bouquin, vous parlez, ça me fait penser au Le Seigneur des Mouches. Non. C'était de Oliver Golding ou Goldsmith, j'oublie le nom et c'était Lord of the Flies, donc le Seigneur des Mouches, et c'est une fiction évidemment, c'est des enfants qu'on laisse sur une île déserte, enfin une île vierge si vous voulez, il n'y a pas d'adulte, ou je crois qu'il y a juste un moniteur ou pas trop quoi, et pour voir comment ils se comportent, ça devient totalitaire, ça devient épouvantable. Et à la fin, il y a des adultes qui viennent sur un bateau et qui viennent réparer les dégâts, etc. Mais qu'est-ce que l'enfance? C'est le moment du désir pur. Hein? L'enfant veut et n'a pas appris par l'expérience, par le travail de la raison. L'enfant n'a pas encore appris que son désir, premièrement, être en concurrence avec un autre désir. Deuxièmement, que la gratification qu'il attend quelquefois peut être différée dans le temps. Oui. L'enfant, finalement, veut tout de suite et maintenant. C'est vrai. C'était, d'ailleurs, dans cette idéalisation de l'enfance qui nous vient que les années 70, vous savez à quel point j'aime ces années. Depuis le temps que je vous connais, oui, je sais que vous êtes... Alors, dans ces années... Oui. On a véritablement cette idée d'une idéalisation de l'enfance, et c'est aussi le moment où on reproche, professeur, vous nous faites vieillir. C'est le moment où on dit, ne croyez personne de plus de 30 ans. C'est le moment où la jeunesse ne veut pas d'autre référence qu'elle-même. Elle est dans le culte de sa vitalité, elle est dans le culte de son élan spontané de générosité, et dans tout cela, elle oublie quoi? Elle oublie la nécessité de s'instituer dans l'âge adulte, l'idée que le désir immédiat doit quelquefois être contenu, doit être refoulé, c'est cette vieille formule, faites attention à vos rêves, il se pourrait bien qu'ils se réalisent. Eh bien, on a cette idée que l'enfance, aujourd'hui, est porteuse d'un moment d'authenticité. Je crois que la société adulte avait autrefois pour fonction, et aujourd'hui elle a un peu démissionné de cette fonction, de nous rappeler que les désirs doivent être contenus, canalisé, on doit apprendre le principe de la gratification différée, on doit être capable de s'instituer et on doit être capable de reconnaître que certaines autorités, certaines valeurs, certaines normes transcendent l'expression immédiate de mon désir. Donc l'adulte vivrait dans un monde plus gris, j'imagine, et l'enfant dans un monde noir et blanc. Oui, mais il y a une part de vérité là-dedans. Le problème étant évidemment que lorsque l'adolescence se poursuit en politique trop longtemps, on voit des gens qui sont d'authentiques fanatiques quelquefois. Quel est le propre de la jeunesse? C'est soulevant une espèce d'appel de l'absolu. Hein, c'est bon, on n'accepte pas de négocier avec une société horrible, hein, et les adultes ont tout échoué. Délivrons-nous des adultes. Ah ben, quelle mauvaise idée. Hein, d'ailleurs, on a essayé ça à quelques reprises au XXe siècle et ça n'a pas donné des beaux résultats. Et j'essaie moi de me délivrer de moi-même, c'est difficile aussi, Mathieu Bocoté. Ah ben oui, non mais votre formule est quand même bien trouvée. C'est-à-dire l'idée que déjà pour soi-même, chaque homme conscient de sa propre complexité porte en lui des contradictions, porte en lui un héritage avec lequel il est quelquefois difficile de jouer. Hein, on n'aime pas toujours tout ce qu'on reçoit en héritage. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, une existence humaine est une existence complexe. Ce que nous disent les adeptes de la démocratie par l'enfance, eh bien, c'est non, ce n'est pas complexe. Il suffirait d'être fidèle à son élan premier, à son authenticité. Eh bien, on oublie que quelquefois l'authenticité ne verse pas simplement dans le bien. Et ça nous ramène finalement à cette question d'anthropologie philosophique et de philosophie politique. Le bien et le mal sont des catégories dont on ne peut faire l'économie. Où trouve-t-on l'origine du bien et du mal? Se trouve-t-il dans la société, dans une mauvaise organisation sociale, et il suffirait de créer la société parfaite pour que l'homme nouveau advienne? Ou est-ce que le bien et le mal appartiennent à la condition humaine en tant que telle?
Ce qui nous ramène à la question de la culture. La vocation de la culture est de nous civiliser. Et qu'est-ce que c'est de civiliser l'homme? C'est justement de cultiver chez lui le sentiment de certaines valeurs qu'il transcende, d'un héritage qu'il doit perpétuer tout en le rénovant. La civilisation est là pour nous amener aussi à refouler quelquefois nos désirs, à nous amener à refouler quelquefois nos pulsions qui ne sont pas toujours honorables. Hein. Quand mon voisin m'emmerde, je peux avoir envie de lui flanquer une baffe, ou pire. Un deuxième gros mot. Bon, on me pardonnera, mais j'espère. Mais justement, c'est parce que j'ai été éduqué par la société que le fait que mon voisin risque de me déranger ne doit pas avoir pour conséquence le fait que je vais lui flanquer une baffe. Donc la société m'a éduqué, m'a inculqué valeurs, principes, normes, inhibitions, les nécessaires inhibitions. Vous êtes inhibé? Ah, mais j'espère un peu quand même. C'est pas parce que quelqu'un me dérange en plein restaurant que je vais aller lui dire soudainement, voulez-vous vous taire, monsieur? Bon, autrement dit, les inhibitions participent à cette civilisation, les mœurs finalement. Or, une société qui dit nos mœurs ne valent rien, notre héritage ne vaut rien, notre expérience ne vaut rien. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dit cette société? Elle dit, cher enfant, éduque-nous. C'est le principe de la réforme scolaire aujourd'hui d'une certaine manière. C'est le principe d'une société qui ne reconnaît plus la légitimité de l'autorité. Je ne suis pas certain que c'est une société appelée à durer. Faisons un peu d'étymologie. Moi, j'adore ça, Mathieu Bocoté. Vous avez parlé de civilisation et d'enfant. Enfant, c'est infans. C'est celui qui ne sait pas parler, en fait. C'est qui n'a pas eu accès au langage. Hein? Civilisation, ça vient de civitas, citas, la cité. Et c'est la cité où s'élabore le bien commun. C'est-à-dire où les hommes apprennent à vivre entre eux et à s'organiser, quoi. Et à se limiter les uns les autres, évidemment. Et donc ça prend un langage pour pouvoir se limiter et pour vivre dans une cité. L'enfant, infants, n'a pas accès au langage. Et ça, c'est d'une justesse profonde. Alain Finkielkraut dit souvent, le philosophe français que j'aime beaucoup, dit souvent que de la carence du langage contemporain, l'espèce de faiblesse du langage, un langage qui n'est qu'instrument de communication, qui n'est plus approfondi, ni cultivé, ni nuancé par la littérature, d'un langage qui quelquefois est grossier, hein, c'est une espèce de langage par onomatopée. Il y voit une des causes qui explique une espèce de retour d'une violence assez brutale, notamment dans les cités en France, mais ailleurs, plus largement. Lorsque le vocabulaire n'est pas là, lorsque les mots ne sont pas là, lorsque le langage n'est pas là, eh bien, c'est les nuances du cœur qui ne peuvent s'exprimer. Ce sont les nuances des sentiments humains. Ce sont les nuances de la complexité de la vie en société qui ne peut pas s'exprimer. Autrement dit, le langage est normalement, c'est ce qui rend possible l'expression d'une pensée complexe qui tient compte de la complexité humaine. Lorsque le langage n'est plus là, eh bien, c'est tout un sentiment qui ne peut pas s'exprimer. Ce sentiment, il disparaît pas, mais on n'a pas les mots pour le dire. Eh bien, qu'est-ce qu'il arrive? Il se déverse dans la société, souvent de la manière la plus vulgaire qui soit, quelquefois sur le mode de l'hystérie. J'ajoute une chose, de là l'importance de l'école. La question de l'école est la question politique la plus fondamentale. Si l'école transmet la littérature, l'histoire, la géographie, une certaine culture religieuse, le droit, si elle transmet un bagage de connaissances et de culture... Et de symboles. Évidemment de symboles, ce qui fait en sorte que la cité présuppose sa symbolisation. Hein, si la cité n'est pas symbolisée, elle ne sera qu'un amoncellement d'intérêts. Comment on peut... ça a l'air important ce que vous dites. Comment est-ce qu'on peut simplifier ça? Je dirais que lorsqu'on regarde la société, comment peut-on faire en sorte de ne pas y voir simplement un agrégat d'intérêts contradictoires, un agrégat d'individus? Eh bien, c'est par la capacité de symboliser cette existence collective par une histoire, par un récit collectif. Symboliser, illustrer? Oui, bien sûr, dans la fonction des mythes dans la société, le rôle de l'histoire, le rôle des saints, presque de la commémoration, quelquefois dans nos sociétés, qui nous rappelle un parcours commun malgré la diversité de nos intérêts, malgré la diversité et le caractère conflictuel de nos passions. Mais je reviens à l'école, lorsque l'école ne parvient plus à transmettre ce bagage culturel, ce bagage de connaissances, ce bagage de symboles, eh bien, l'école ne nous introduit plus à la cité. Au mieux, elle nous introduit au marché, et encore, elle ne nous y introduit même pas très bien. Donc, lorsque l'école n'est plus capable de transmettre ce bagage de culture, elle démissionne. Je ramène ça à une question fondamentale. Les jeunes péquistes nous disaient, c'est très étrange de dire le mot jeunes péquistes et civilisation dans la même phrase, lorsque... Ils vont vous aimer pour ce commentaire. J'ai déjà milité chez eux quand j'étais plus jeune. Ah, mon Dieu! Vous avez trahi votre cause? Oh non, pas du tout. Lorsque j'étais jeune, j'étais militant. Là. Mais vous êtes encore jeune. Oh, peut-être. Mais civilisé quand même. Mais lorsque les jeunes péquistes nous disent, mais ne vous en faites pas, on va mettre le droit de vote à 16 ans, mais
on va donner un cours d'éducation à la citoyenneté avant. Eh bien, il n'y a pas de cours d'éducation à la citoyenneté, comme si la citoyenneté n'était qu'un ensemble de règles à apprendre. Je devine aujourd'hui que ça prendrait la forme d'une cours d'éducation à la charte des droits et de revendication victimaire de ses propres droits. Il n'y a pas de cours d'éducation à la citoyenneté. Il pourrait y avoir des cours de civisme, ça serait pas si mal. Mais l'éducation à la citoyenneté, c'est la conséquence d'une série d'éducations qui ne sont pas d'abord articulées aux une fonction instrumentale de citoyenneté. La véritable éducation à la citoyenneté, c'est l'histoire, c'est la littérature, c'est la géographie. Je reviens que c'est matière. Le langage. Oui, mais c'est la philosophie. C'est ce qui fait que le langage s'approfondit d'une culture et que cette culture se donne dans les nombreux domaines où l'intelligence humaine s'exprime. Là, et voilà pourquoi, j'en reviens à cette question, le droit de vote à 16 ans est une idée qui présuppose un oubli de toute une série de réflexions anthropologiques, de philosophie politique, d'histoire. Le droit de vote à 16 ans, finalement, c'est le signe d'une société qui n'est plus consciente de l'arrière-fond anthropologique nécessaire à l'exercice de la citoyenneté. Et aussi d'une société vieillissante qui, elle, fantasme sur la jeunesse. Ah ben bien évidemment, c'est véritablement le cas de nos amis boomers qui, jusqu'à la fin, parce qu'ils vieillissent mal, se tournent vers la jeunesse et l'idéalisent et la fantasment. Mathieu Bock-Côté, c'était passionnant. Merci infiniment. Au plaisir. À jeudi prochain. Avec grand plaisir. Merci.